De retour dans l'Africa Newsroom, Samuel Gembok, Jean-Marie Bitomo et Alfred Chango, nos éditorialistes, sont toujours avec nous. Et puis en Tanzanie, inquiétude des professionnels des médias. Ces derniers demandent en effet aux autorités de renoncer à utiliser la procédure d'urgence pour faire adopter de nouvelles lois sur la presse, des lois qui seraient jugées liberticides. L'examen des textes est prévu pour le 27 mars. Le point avec Ibrahim Ndiaye. La liberté de la presse est-elle menacée en Tanzanie? Les professionnels des médias sont inquiets. Pour cause, les autorités s'apprêtent à utiliser une procédure d'urgence afin de permettre l'adoption de deux nouvelles lois sur la presse. La première concerne l'accès à l'information et la seconde porte sur les services des médias. Ce qui nous inquiète, c'est que ni le public, ni les journalistes, ni même les membres du Parlement n'auront le temps d'examiner sérieusement ces propositions de loi pour s'assurer qu'elles répondent aux normes internationales. La précipitation des autorités pour faire voter ces lois et l'absence de concertation au préalable avec les journalistes inquiètent les professionnels des médias qui craignent une nouvelle législation liberticide. Il y a le parti Chama Pinduzi qui dirige le pays depuis l'indépendance, donc ils ont besoin de limiter surtout les critiques du système, les critiques du pouvoir, notamment au niveau du fonctionnement, de la corruption et surtout les punitions, l'amende et les peines de prison pour des articles insultants ou mensongers. En Tanzanie, l'activité des médias est régie par une loi datant de 1976 et jugée obsolète par les professionnels du secteur. L'examen des deux nouveaux textes est prévu pour le vendredi 27 mars à l'Assemblée nationale. Alors Samuel, c'est assez confus ce dossier. On parle d'abord de procédure d'urgence et puis d'un côté on a des projets de loi qui n'ont même pas été rendus publics. Oui, les projets de loi n'ont pas été rendus publics, mais les craintes des professionnels des médias sont parfaitement justifiées aussi parce qu'il y a un précédent. En 2010 et très récemment en janvier 2014, l'Union européenne s'est d'ailleurs prononcée pour libérer une presse qui a été condamnée, notamment de East Africa, une presse régionale qui a été censurée par le gouvernement. Et donc les craintes des professionnels des médias sont justifiées. Maintenant, est-ce que le gouvernement a raison de porter ce projet de loi? Je pense que là aussi, le gouvernement a le droit d'élaborer ce projet de loi, mais en tenant compte des susceptibilités et des risques de dérive autoritaire qui peuvent découler dans l'interprétation. Mais pourquoi cette procédure d'urgence? C'est ça qui suscite les interrogations. Oui, cette procédure d'urgence, je pense qu'elle est totalement injustifiée, même si du point de vue du gouvernement, il y a des questions extrêmement délicates, notamment le processus de révision de la Constitution qui doit englober toute cette enveloppe-là, qui doit définir et renforcer l'union entre le Tanganyika et l'archipel de Zanzibar. Il faut renforcer cette union-là par le partage des compétences et aussi les richesses naturelles. Donc il faut absolument que le gouvernement veille à ce que ces processus-là arrivent à leur terme. Et pour cela, il faut attirer l'attention de la presse pour éviter toute prise de position qui pourrait stimuler ou dégager des crises sociales qui pourraient compromettre la sérénité et l'unité nationale. Alors Alfred, ça paraît évident que les autorités tanzaniennes essayent de réduire la marge de manœuvre des journalistes. Alors je ne sais pas si Jakaya Kikwete et puis son gouvernement essayent de réduire cette marge de manœuvre de la presse. Parce qu'ils en rajoutent, à la base les journalistes faisaient déjà réviser la loi qui régissait les professionnels des médias et là on en rajoute une couche, j'ai envie de dire. On ne sait pas quel est le contenu justement de ces deux projets de loi. C'est là effectivement légitimement qui peut soulever l'interrogation de la presse, des médias en Tanzanie. Mais on ne peut pas faire aussi de procès d'intention au gouvernement. Imaginons que dans ce projet de loi, on libéralise, on revienne sur les dispositions qui pouvaient justement faire arrêter des journalistes pour délit. On ne sait pas quel en est le contenu. Je pense effectivement il faut que l'on soit calme. Et puis c'est assez étonnant quand même que Jakaya Kikwete, enfin la Tanzanie, qui a été un modèle de démocratie, puisse justement restreindre la liberté de la presse alors que c'est un pays qui n'est pas connu justement pour l'intolérance vis-à-vis de la presse. Ils n'ont qu'à prendre exemple sur le Ghana, qui a constitutionnalisé le droit de la presse, et puis on n'en parle plus. Je ne sais pas pourquoi les pouvoirs africains ont peur justement des médias, au contraire.
Les médias ne sont pas là pour déstabiliser le pouvoir en place. Les médias sont là pour justement inciter le pouvoir à respecter la démocratie, la bonne gouvernance, la tranquillité, la paix publique, etc. Donc, ça serait une erreur vraiment très grave de la part du gouvernement Jakaya Kikwete de restreindre les marges de manœuvre de la presse, si ça en est les cas ou l'intention. Alors, Jean-Marie, vous de l'autre côté, qu'est-ce que vous avez pensé justement d'un projet de loi dont le contenu n'a pas été rendu public et également de cette procédure d'urgence, un projet de loi qui va être examiné en quelques jours? C'est là où je veux vous souligner une erreur parce que je ne comprends pas la procédure d'urgence, si vous voulez. Bon, il y a Samuel qui a essayé de la justifier, mais moi je ne la comprends pas. Parce que je me dis tout simplement, la liberté... Elle a dit qu'elle est totalement injustifiée dans la procédure. Comment dirais-je, la liberté de la presse, c'est quand même une des seules choses sur lesquelles on puisse s'appuyer, si vous voulez, en Afrique, dans nos jeunes démocraties. Dès l'instant que vous avez un État qui interdit un organe de presse, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que l'État lui-même, il se rend coupable de ne pas bien exercer, comment dirais-je, les mandats qui lui ont été attribués par le peuple. Dès l'instant où on va me dire que bon, il y aurait éventuellement des troubles, les citoyens ne sont quand même pas des idiots, les citoyens sont aptes de pouvoir juger un certain nombre de choses. Donc, dans un État dans lequel vous avez une pluralité d'opinions, il est sain, de mon point de vue, de laisser, comment dirais-je, tous les médias possibles pouvoir s'exprimer. Dès l'instant, de mon point de vue, dès l'instant qu'on se met à interdire un média, ça veut dire que peut-être que le média a sorti une vérité que le pouvoir ne veut pas que le peuple apprenne. Donc, dès cet instant-là, j'estime que pouvoir restreindre la liberté de la presse, pour moi, je suis totalement contre. Et l'économie gabonaise connaît une embellie depuis quelques années, une situation qui a d'ailleurs permis au pays d'attirer des investisseurs et de multiplier les opportunités d'affaires. Les autorités misent par ailleurs sur l'entrepreneuriat des jeunes pour dynamiser davantage l'économie du pays. Un pari qui commence à porter ses fruits, comme nous l'explique Birama Saonera. L'entrepreneuriat au cœur de la croissance économique du Gabon. En plus de résorber le chômage, l'entrepreneuriat contribue à créer de l'emploi et à lutter contre la pauvreté. Le programme de développement économique du gouvernement, dénommé Plan stratégique Gabon émergent, accorde une place importante à la promotion de l'entrepreneuriat chez le jeune. Aujourd'hui, les autorités veulent cultiver auprès de la jeunesse les vertus de l'auto-emploi. La fonction publique ne doit plus être la seule option d'employabilité. Nous avons une culture très tournée vers le salariat ou le statut de fonctionnaire. Mais aujourd'hui, on a une jeunesse aujourd'hui très dynamique qui se lance dans des entreprises qui ont de fortes chances de pouvoir prospérer. Et puis, il y a aussi des cadres aujourd'hui d'entreprises qui décident de laisser tomber le statut de salarié et pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Le secteur privé occupe une place importante dans l'économie gabonaise. Ces dernières années, le pays a opéré de vastes programmes de privatisation. Cependant, les réformes fiscales tardent à se concrétiser. Notre plus grand souhait, c'est que la réforme fiscale puisse se faire sur l'année 2015. On avait entamé ce chantier en 2014, mais on a eu tellement de chantiers par ailleurs, parce qu'on a entamé parallèlement le chantier du Code du travail. Et bien évidemment, je reste convaincue que nous allons initier très rapidement ce chantier-là, avec des perspectives à court terme. Le Gabon est un pays où l'environnement des affaires est propice aux entreprises. Le pays nourrit l'ambition de se hisser à l'horizon 2025 parmi les nations africaines les plus compétitives, grâce à des moteurs de croissance diversifiés et durables. À cette fin, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a lancé en 2014 le Grand Prix de l'excellence. Ce prix récompense les meilleurs jeunes entrepreneurs. Jean-Marie, on vient de le voir, de beaux résultats économiques. Est-ce que c'est le plan Gabon émergent qui commence à porter ses fruits ? Je ne saurais dire si c'est le plan Gabon émergent qui commence à porter ses fruits parce que c'est très difficile. Vous savez, dans la dynamique économique, c'est-à-dire les actions qu'on met en place aujourd'hui, ça ne porte pas leurs fruits 1 an, 2 ans après. Là, c'est une dynamique qui est beaucoup plus longue. Moi, je reviendrai sur le sujet essentiel ici, là, qui est lequel, qui est l'entrepreneuriat. Le fait qu'on puisse, dans nos États africains, on a fait comprendre à la population depuis ses héritiers de la colonisation, comme on le dit souvent, c'est que c'est la fonction publique, si vous voulez, qui donne de meilleurs métiers. Alors qu'un pays s'enrichit à travers quoi? À travers, si vous voulez, le cadre légal, formel, législatif que l'État met en place pour permettre, comment dirais-je, à la population privée de pouvoir entreprendre. Donc,
les dispositions qui ont été mises en place par l'État gabonais, j'espère bien que ces dispositions-là vont aller beaucoup plus loin. Si on parle en termes de statut en Afrique, le statut, si vous voulez, d'une entreprise, c'est-à-dire, bon, là, j'essaie d'aller dans le concret, là, Amira. Quand on va demander, on vient de parler de l'informel, là, vous ne pouvez pas demander à un jeune qui sort de l'école de donner 1 million pour créer, comment diriger une SAL, comme ça se passe chez nous en Afrique. Donc, il vaut mieux... C'est-à-dire diminuer ces minima exigés là pour créer une boîte de manière en sorte qu'on ait beaucoup plus d'entrepreneurs qui puissent rentrer sur le marché. Et si c'est la démarche qui est suivie par le Gabon, je ne peux faire que la soutenir. Et on va déjà passer à la suite puisque c'est l'heure de parler du chiffre du jour. 400 000 personnes vivent du tourisme en Tunisie, soit 3% à 4% de la population de la Tunisie. Samuel, je me tourne vers vous. Les récents attentats en Tunisie risquent-ils de mettre à mal les recettes touristiques du pays? Absolument. Je pense que... C'était peut-être le but, d'ailleurs? Oui, peut-être c'est ça le but, mais je pense que si c'était ça le but principal, les groupes armés terroristes l'ont atteint, du moins pour une courte durée. Donc, je pense que ça aura un impact conséquent sur l'économie nationale globalement, mais aussi sur le secteur du tourisme. Il y a eu un débat sur l'après-attentat de Tunis récemment et la plupart des observateurs sont unanimement d'accord que la Tunisie va connaître au cours de cet été un problème majeur sur les recettes que le tourisme apporte à l'économie nationale. Alfred, parce que quand on compare les autres pays qui ont vécu les printemps arabes, Libye, Égypte, on peut quand même constater que la Tunisie a eu une après-révolution populaire très stable comparée aux autres pays. On peut penser à un attentat, à un acte isolé en tout cas. Bon, effectivement, Amira, si on considère la situation de l'Égypte et puis de la Libye à celle de la Tunisie, effectivement, il y a une différence considérable, hein, c'est le jour et la nuit. Et même si l'après-révolution a été quand même assez mouvementée aussi en Tunisie, ma foi, les Tunisiens ont enclenché un processus qui a débouché sur la Constitution, sur les élections, et processus qui a commencé à porter ses fruits, notamment dans la reprise du tourisme. C'est vrai que cet attentat qui vient d'avoir lieu peut porter un coup temporaire, mais en même temps, on a vu le sursaut des Tunisiens pour dire justement à tous les amis de la Tunisie, à tous ceux qui aiment la Tunisie, de venir malgré cela, puisque des mesures sont en train d'être prises pour assurer la sécurité. On a limogé des responsables de la police, etc., qui ont failli dans cette tâche d'assurer la sécurité. Ça, c'est une première chose. La seconde, c'est qu'effectivement, le tourisme, c'est l'un des poumons de l'économie de la Tunisie. On sait que ça contribue à 7% du PIB de la Tunisie. On a entendu en tout cas les autorités dire, par exemple, que le musée du Bardo va rouvrir ses portes bientôt. Ça voudrait dire effectivement qu'on tient à tout prix à montrer un pouvoir qui tient la situation, qui a la situation en main et qui permet justement de rassurer les touristes qui viendraient probablement en Tunisie. Jean-Marie, est-ce que la Tunisie peut vivre sans le tourisme ? Je pense pas, c'est-à-dire, bon, Alfred vient d'évoquer les chiffres. Bon, il faut se dire que tous ces attentats-là, ce n'est pas un phénomène nouveau. Rappelez-vous de Sharm el-Sheikh en Égypte. C'est-à-dire, vous avez toujours des extrémistes qui prennent, comment dirais-je, exemple sur ce qui s'est passé tout simplement quand on veut déstabiliser un État, un pays, on n'est pas d'accord. Vous avez ce qu'on appellerait, si vous voulez, les obscurantistes là-dessus qui estiment que, bon, dès l'instant que la politique est menée, ils ne sont pas d'accord avec. Donc, le seul moyen d'action qu'ils peuvent avoir, c'est quoi? C'est de terroriser la population et de faire déstabiliser les économies entières. Donc, ça, c'est un phénomène qui, je me dis tout simplement, on parle souvent du terrorisme sur ce plateau, c'est qu'il faut une prise de conscience internationale et qu'on se dise que, bon, tous ces pays-là, quels sont les objectifs, si vous voulez, des acteurs de ces attentats-là? Ils sont bien connus. Ça veut dire quoi? Désorganiser le pays. Donc, tout simplement, la Tunisie ne peut pas se passer du tourisme au même niveau que l'Égypte. Quand on regarde ce que l'Égypte, comment dirais-je, engrangé au niveau du coût du tourisme, c'est une perte sèche aujourd'hui pour l'économie égyptienne et qui est énorme. Merci Jean-Marie, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir été avec nous. Merci Amira, bonsoir à tous.
téléspectateurs, pardon. Merci à vous Samuel. Merci Amira, bonsoir. Et merci à vous également Alfred. Merci beaucoup Amira, ça a été un plaisir, et puis à mes très chères téléspectatrices aussi. C'est donc la fin de cette émission, mais ce n'est pas la fin d'Africa Newsroom, puisque bien évidemment on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Et le dossier du jour sera consacré aux municipalités qui doivent faire face aux problématiques des marchands ambulants. À très vite.